Merci d'être là ce soir pour dialoguer avec le maire de Grenoble et avec le directeur de la CIPRA dans le cadre de l'UPEG, l'Université populaire européenne de Grenoble. Je ne suis pas certain que tous ceux qui sont là savent ce qu'est l'Université populaire européenne de Grenoble. Elle fonctionne depuis 2006, donc par conséquent c'est déjà un certain temps, avec pour ambition de mieux faire connaître l'Europe, ses États, ses politiques, dans tous ces aspects. Nous existons grâce à l'appui des collectivités territoriales. La ville de Grenoble nous soutient depuis le début et n'a pas cessé son soutien. Nous sommes aussi soutenus par la métro, le département de l'Isère, la région Rhône-Alpes, avec des appuis universitaires, les chaires Jean Monnet, notamment celle Jean Monnet de Sciences Po Grenoble, mais aussi celle de l'université. Des partenariats aussi avec comme musée en musique aussi, puisque nous avons des activités à dimension culturelle avec musée en musique. Donc une série d'appuis, ça nous permet de fonctionner et nous sommes maintenant à peu près à la 105e conférence depuis que nous existons. Toutes ces conférences sont enregistrées sur le site dont nous disposons. Alors, c'est vrai que le site peut aussi proposer toute une série de choses, notamment en ce moment des notes de lecture sur des ouvrages européens, des articles sur l'actualité européenne, notamment sur l'immigration en ce moment, des cours aussi sur l'Europe. La mode du MOOC fait que nous aussi, on s'est mis à cette mode-là dans le cadre de l'UPEG. Alors, il est facile d'accès, c'est upeg.eu, mais derrière vous avez les informations. Si vous avez besoin de nous contacter, mettez-vous en rapport avec Katia Zouk, là, qui en ce moment prend des photos et qui nous aide depuis de nombreuses années à bien faire fonctionner l'UPEG comme chargé de mission. Pour l'année universitaire qui arrive, nous allons traiter beaucoup de thèmes. Le prochain, ça sera l'Europe et le Luxembourg, parce que c'est le Luxembourg qui va présider, qui préside l'Union européenne. Une conférence sur l'Europe et la conférence climat de 2015, qui va être aussi un élément important de nos conférences avec des spécialistes du droit de l'environnement. L'Europe et la télévision, pour voir si la télévision rend compte suffisamment de l'Europe ou pas. L'Europe aussi et l'immigration. L'Europe et la Turquie, l'Europe et la Grèce, pour faire le point après les situations compliquées pour la Grèce, l'Europe et l'Afrique, l'Europe et les Pays-Bas, vous voyez toute une série de thèmes jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre, même éventuellement à adhérer à l'UPEG, il y a toute une documentation pour cela. Alors, quelques mots pour commencer maintenant notre séance. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Piolle, maire de Grenoble. Cela me permet de le remercier une nouvelle fois de l'aide de la ville de Grenoble qui soutient l'UPEG, qui a maintenu son soutien à l'UPEG. C'est un élément important. Et c'est surtout aussi pour l'entendre sur ces questions importantes que sont les relations entre ville de Grenoble et l'arc alpin ou l'espace alpin, puisque c'est, je crois, l'une des villes les plus importantes de l'axe alpin aujourd'hui. Et on aimerait bien connaître votre sentiment, bien sûr, sur cette démarche relativement rare dans le monde, si on regarde les choses, d'une coopération pour un massif montagnard, de montagnes, pour un ensemble d'États qui sont concernés, des États, des régions, des communes. Il est symbolisé, au fond, cette coopération, elle est symbolisée à la fois par une organisation non gouvernementale, et mon voisin immédiat, Marc-Jérôme Acide, va traiter de cette coopération, qui est une coopération non gouvernementale, avec un très grand nombre d'associations en la matière. C'est une structure qui n'est pas forcément très connue, cette Commission internationale pour la protection des arbres, alors qu'elle existe depuis 1951. Et par conséquent, elle a déjà un long passé en la matière, pour permettre le travail, en quelque sorte, en toute une série d'États, bien sûr. Et d'autre part, j'ai la fameuse convention alpine, qui n'est pas forcément plus connue non plus, la fameuse convention alpine signée en 1991. C'est cette fois-ci une organisation internationale, intergouvernementale dans le jargon classique, qui englobe 5800 communes,
qui appartient à plusieurs États, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, mais aussi Monaco et le Liechtenstein, qui accueillent d'ailleurs certains organismes de cette coopération. Cela concerne donc une surface de 190 000 km² pour une population de 14 millions d'habitants pour cet ensemble. Cette convention de 1991 a donné lieu à une série de protocoles sur l'aménagement du territoire et le développement durable, 1994, sur l'agriculture de montagne, 1994, sur la protection de la nature et l'entretien des paysages, 1994, sur les forêts de montagne, 1996, sur le tourisme, 1998, sur la protection des sols, 1998, sur l'énergie, 1998, et enfin sur les transports. Vous avez d'ailleurs dans la documentation des résumés de la Convention alpine, et c'est très intéressant de s'y reporter et de les observer. Bien sûr, maintenant, je cède la parole à Monsieur le maire de Grenoble. Nous avons dit que mon voisin interviendrait d'abord, mais peut-être quelques mots effectivement de bienvenue pour vous dire que je suis ravi d'être accueilli pour ce temps et que nous essaierons autant que possible de faire une intervention ramassée, si tant est qu'on sache le faire, pour plutôt échanger avec vous et peut-être donc ouvrir le champ des questions au lieu de tirer le fil que nous avons choisi l'un et l'autre de tirer. Je vais... On m'entend ? Oui. Je vais à mon tour remercier l'UPEG pour son invitation pour ce débat autour du thème Grenoble et les Alpes. Vous avez dit en introduction que Grenoble était certainement la plus grande ville dans l'arc alpin. Peut-être que ce fait est remis en question avec la construction d'une nouvelle stratégie qui est la stratégie macro-régionale alpine sur laquelle je vais revenir. Mon intervention, j'ai décidé de m'intéresser au processus de construction des politiques alpines à travers donc notamment cette convention alpine que vous avez présentée, ainsi que la stratégie macro-régionale alpine. Dans mon exposé, je vais m'intéresser autant au processus de construction qu'au contenu et à la portée des textes. De ce fait, j'essaierai de voir le lien entre le milieu politique, les associations et la société civile. Je vais prendre une image. On peut prendre l'Europe comme un être vivant et se dire que finalement les Alpes peuvent être considérées comme une colonne vertébrale qui relierait la France à l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, qui sont à la base de la construction européenne, de l'Union européenne. Alors j'aurai 3 temps dans mon propos. Mon premier temps, je ferai le lien entre la CIPRA et la Convention alpine. Avant tout, pour voir que cette Convention alpine est issue d'un long processus de construction d'un traité ayant pour principe le développement durable. Dans un deuxième temps, j'étudierai la stratégie macro-régionale alpine qui est en cours de réflexion, de construction, et sous forme de question, je m'interrogerai, n'est-ce pas, un recentrage sur la colonne vertébrale de l'Europe. Enfin, troisième point, Grenoble, un peu ambitieux, mais est-ce qu'à Grenoble, on peut envisager que ce soit un laboratoire de renouvellement des processus de construction des politiques européennes? Mon premier temps, CIPRA et la Convention alpine. Alors quand on évoque l'Europe et ses premières conférences, on pense bien sûr à la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui rassemblait 6 nations et qui a été créée en 1952. La proposition de sa création a été annoncée par Robert Schuman, dont l'objectif était bien sûr d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Les enjeux autour de la CECA étaient bien sûr l'optimisation de la production, tout en prenant en charge également l'amélioration des conditions de vie des salariés. À la sortie de la guerre, évidemment, les préoccupations environnementales n'étaient pas à l'ordre du jour.
Cependant, on voit qu'au même moment, au début des années 50, un petit noyau de chercheurs à travers l'Europe se rassemble tout d'abord au sein de l'Union mondiale pour la nature et fondent finalement cette commission pour les Alpes qui deviendra la Commission internationale pour les Alpes. Elle a été créée, comme cela a été indiqué, en 1952 en Allemagne et l'idée de sa création reposait sur le fait que ces chercheurs venus plutôt des sciences de la nature voyaient de plus en plus la multiplication de projets d'ampleur qui menaçaient la nature et cette montagne. Alors on trouve dans les documents préalables à la fondation de la CIPRA, en 1951, un article que je vous lis. La tâche certainement la plus importante de la Commission pour la protection des Alpes doit être d'élaborer une convention alpine internationale et de veiller à son acceptation par les pays concernés. Je vais citer l'ancien ministre de l'Environnement de l'Allemagne, M. Klaus Topfer, qui expliquera mieux que moi la suite, et certainement vous devinez où je veux en venir. Sans la CIPRA, nous n'aurions certainement pas abouti à la Convention alpine. Elle rassemble des personnalités hautement engagées et très qualifiées qui connaissent parfaitement la région et qui, grâce à leur enracinement dans la société civile, empêchent que les thèmes ne soient écartés de la scène politique. La caractéristique fondamentale des démocraties est le fait que les phénomènes de prise de conscience dans l'opinion publique influent aussi sur la politique. Ces processus ne se déroulent pas seulement de haut en bas, mais aussi de bas en haut. La CIPRA joue ici un rôle inestimable dans l'implication de la société dont dépend le dynamisme ou l'immobilisme dans l'espace alpin. Bon, ça en jette un peu pour la CIPRA. Ce n'est pas mon objectif. Plus sérieusement, je veux revenir sur deux points qui me semblent importants dans ce que dit ce ministre. D'une part, c'est la place des associations et des ONG dans la société civile. Et le deuxième point, c'est le mécanisme de construction d'une politique selon ce processus ascendant. Alors, premier point, d'abord une définition de société civile. J'ai pris une définition d'un chercheur italien qui définit la société civile de la façon suivante: désigne la sphère des intérêts privés des citoyens qui présuppose la politique et ses institutions, entre parenthèses en particulier l'État, mais qui ne se confond pas avec elle. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique, il n'y a pas d'action individuelle, mais c'est plus souvent dans le cadre de groupes plus ou moins structurés et souvent d'associations. D'où, à mon sens, un risque de se déclarer porte-parole de la société civile ou d'être considéré tout comme par les institutions. Ici, je vais donner une position. À mon sens, une association traduit une certaine perception des questions de société qui lui est spécifique, avec une certaine manière d'appréhender la globalité qui n'est pas nécessairement représentative de la société dans son ensemble. Tout ça pour dire que je serais très prudent sur la légitimité d'une association à représenter les citoyens. Deuxième point, c'est ce phénomène de construction de bas en haut. Il y a là une véritable originalité de voir des chercheurs qui, en partant de la protection de la nature, ont réussi à ce que ce thème soit repris par des politiques et qu'on débouche finalement sur un traité de développement durable. Je pense qu'à l'époque et encore aujourd'hui, on parle souvent des enjeux sociaux, économiques pour insuffler un petit peu d'environnement. Et là, on était dans un processus inverse. Pour conclure sur ce premier point, on a bien à la sortie de la guerre des hommes politiques qui construisent une politique européenne, des naturalistes qui s'escriment à anticiper des désordres sur l'environnement. Et ce qui est commun, je crois, à tout ça, c'est une volonté de dialogue, de coopération entre les peuples et certainement un projet commun qui est, me semble-t-il, celui de la paix en Europe.
qui encore aujourd'hui est fragile. Dans mon deuxième point, je vais donc revenir sur le passage de la Convention alpine à la stratégie macro-régionale alpine, où on voit ici un renforcement des régions. Alors, je pense que la Convention alpine a été rapidement présentée. Vous avez de la doc que vous pouvez trouver ici en complément. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce traité, peu connu du grand public, c'est un véritable traité en faveur du développement durable pour les Alpes, qui intègre de manière équilibrée les dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles d'un territoire précisément délimité. Quand on regarde la Convention, sa présentation, c'est effectivement sous forme de protocole. Donc c'est une entrée qui est plus thématique ou sectorielle. Néanmoins, le traitement se fait en intégrant les trois dimensions, les trois piliers du développement durable. Alors, fort est de constater, je n'irai pas plus loin sur la Convention alpine, elle offre un cadrage important pour le développement de politiques et mesures territoriales. Ça pourrait être considéré comme une véritable feuille de route pour les collectivités, et malheureusement, elle reste trop peu connue. Alors, certains l'expliquent par le fait que, notamment, les régions n'ont pas été dans la construction de cette convention. Ce sont les États qui en sont les porteurs. D'où une nouvelle réflexion lancée, celle de cette stratégie macro-régionale alpine, portée par les États et les régions. Alors, quelques questions. Pourquoi cette stratégie? Qu'est-ce qu'une stratégie macro-régionale? Et n'est-ce pas curieux, à l'heure où on est dans un élargissement de l'Europe, de voir qu'on revient finalement à des stratégies de taille plus réduite? Alors, je vais citer le ministère des Affaires étrangères et du Développement international français pour définir cette stratégie macro-régionale. Une stratégie macro-régionale est un cadre intégrateur approuvé par le Conseil européen pour répondre aux défis communs auxquels doit faire face une zone géographique définie. Il existe d'ores et déjà deux stratégies, une pour le Danube et une pour la Baltique. Ces stratégies, elles s'appuient sur le traité de Lisbonne, qui souligne la nécessité de promouvoir la cohésion territoriale entre les États membres, ainsi que sur la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Alors pourquoi une stratégie macro-régionale pour les Alpes? Je pense, si on revient sur ce qui est dit par le ministère des Affaires étrangères, c'est certainement pour sa position géographique spécifique en Europe, en tant que région de transit, mais aussi en tant qu'espace disposant de caractéristiques géographiques et naturelles uniques, qui constituent le cadre de tous les développements futurs. Il est donc vu cette région est donc vue comme une zone vraiment de développement. Reste à savoir quel développement nous souhaitons pour les Alpes. Cette stratégie actuellement, elle concerne 7 pays qu'on a déjà cités, et fait nouveau, elle intègre les 48 régions sur ce territoire. Derrière les 48 régions, vous comprenez bien que les Alpes qui allaient jusqu'à Grenoble, mais s'arrêtaient avant Lyon dans la Convention alpine, Lyon se retrouve intégré dans cette zone alpine et va même jusqu'à Clermont-Ferrand. Il faut savoir que c'est à Grenoble même, le 18 octobre 2013, qu'il y a eu une conférence qui a donné lieu à la signature d'une résolution en prévision du Conseil européen de décembre 2013 en faveur de cette stratégie macro-régionale. Et le 28 juillet 2015, le ministre Harlem Désir a fait un communiqué pour annoncer l'adoption d'une communication par l'Europe de cette stratégie
au service de plus de 70 millions de citoyens. Donc vous voyez que la Convention alpine, qui comprenait 14 millions d'habitants, on change d'échelle, on passe à 70 millions d'habitants. À mon sens, et c'est ce qu'on retrouve dans les textes, le principal intérêt et évolution de cette stratégie macro-régionale réside dans une meilleure articulation entre, d'une part, les fonds structurels européens et, d'autre part, les financements nationaux et régionaux de politique transversale et transfrontalière. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre tous les fonds sur un certain nombre de projets qui ont clairement été identifiés. Je crois que c'est là l'avancée de cette stratégie macro-régionale. Il y a trois axes, on pourra en reparler après, mais je ne vais pas les développer. Le rôle et la place de la société civile, parce que je vous ai dit que c'était un petit fil directeur de mon exposé. Les associations et ONG, dont CIPRA, ont demandé à être intégrées au processus de construction de cette stratégie. Il faut bien dire que le processus de participation n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Il y a eu des groupes de travail, dont quelques-uns ont eu la chance de pouvoir participer. Et il y a eu une consultation lancée par l'Europe, je dis bien une consultation, parce que les trois grands axes étaient déjà largement verrouillés et il y avait peu de place pour les revoir. Alors, certainement, oui, pour une meilleure articulation entre les fonds européens, nationaux et régionaux, mais pour quoi faire? Si cette région doit constituer le cadre de tous les développements futurs, pour quel développement? J'en viens donc à mon troisième axe, Grenoble et les Alpes. On l'a dit, avec cette stratégie macro-régionale, le nombre d'habitants se retrouve augmenté, 70 millions. J'étais, il y a quelques semaines, du côté de Chichiliane, au pied du mont Aiguille, à 1 heure de route. Je logeais dans un gîte équestre et mon hôte m'expliquait que Chichiliane se situait à la limite de la zone d'influence de la métropole grenobloise et que finalement Chichiliane était en train de perdre des habitants depuis quelques années parce que c'était vraiment la limite et c'était trop délicat d'aller travailler jusqu'à Grenoble. Ce que je veux dire en prenant ce point, c'est que l'enjeu, me semble-t-il, l'enjeu est le suivant, c'est qu'on a bien à faire face à, d'une part, des zones surpeuplées, une montagne surpeuplée, on peut penser aux grandes villes, aux métropoles, ainsi que certaines stations de ski qui concentrent aussi des populations de manière très temporaire. Et d'autre part, on a des montagnes peu habitées et dont le processus, dans certains secteurs, on continue à assister à un dépeuplement de ces régions. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, pour les Alpes est là, c'est quel équilibre trouver, quelles sont les conditions pour que les hommes puissent continuer à vivre et travailler en montagne, mais de partout. Et surtout, comment relancer une activité économique dans les territoires reculés de montagne qui permettent de conserver, voire d'accueillir de nouvelles populations. Alors, quelques pistes, esquisses de solutions. On sait bien que les zones de haute montagne ne peuvent pas accueillir de l'ingénierie et des moyens de production lourds qui sont plutôt réservés aux plaines. En revanche, il y a beaucoup d'enjeux pour renforcer un tourisme multisaison respectueux de l'environnement. Soutenir une agriculture spécifique à la montagne reposant sur des produits de qualité, mais certainement avec la recherche d'une diversification de cette agriculture. Enfin, relancer un artisanat à partir des ressources locales très nombreuses, le bois notamment, et sur cette économie sociale et solidaire. Par ailleurs, il y a dans cette stratégie macro-régionale, et on le souhaite, que de nouveaux rapports se construisent entre les villes et ces hautes montagnes.
qui favorise la connectivité, les échanges, le partage de ressources. On peut citer le télétravail, le télétravail qui permettrait de travailler à distance et d'éviter des flux incessants et la multiplication du transport. Sur le lien ville-montagne, il convient de veiller, je crois, à la cohésion du territoire. Et ici, les régions jouent un rôle considérable et doivent être garantes de cette égalité des territoires et d'un développement harmonieux. En guise de conclusion, je crois qu'à travers l'arc alpin, il n'y a plus de territoire vraiment isolé. Tous les territoires sont en connexion, même les plus reculés, dont souvent l'économie principale est le tourisme et repose donc sur l'arrivée des touristes. Et un autre point sur lequel je veux conclure, je crois qu'il est nécessaire de donner de la profondeur aux enjeux en gardant à l'esprit que les décisions d'un territoire ont des répercussions sur le territoire voisin. Et je crois que les processus de participation pour laquelle la ville de Grenoble expérimente et lance beaucoup de choses actuellement, les processus de participation, de consultation d'informations devraient mettre en lumière ces nécessaires changements d'échelle qui, à mon sens, sont indispensables à un débat de qualité avant la prise de décision. Je vous remercie de votre attention. C'est bien parce que vous avez passé vous-même la parole, monsieur le maire, c'est impeccable. Merci beaucoup. Je vais essayer de tracer quelques pistes peut-être telles que on voit Grenoble dans cet arc alpin. Premièrement, pour réagir à l'introduction du président sur Grenoble, plus grande ville de l'arc alpin. Bon, il faudrait considérer que Nice soit étrangère aux Alpes. Ils étaient, il n'y a pas si longtemps, candidats aux Jeux Olympiques d'hiver. Il faudrait considérer que Genève ne fait pas partie des Alpes. Or, on sent bien quand on est à Genève qu'il y a cette présence forte de la montagne. Donc, je crois qu'on a juste une réalité. Nous faisons partie de cet arc alpin qui traverse la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Un arc immense qui est aussi le château d'eau de l'Europe et nous sommes bien placés pour savoir à Grenoble puisque notre eau qui va bientôt s'appeler eau de Grenoble Alpes est issue finalement de cette dynamique-là, mais finalement on est au cœur des Alpes plutôt que de s'ériger en capitale d'un arc alpin qui serait du coup sans doute une terminologie sur laquelle on devrait être très critique, puisque finalement, qu'avons-nous de réalité, qu'avons-nous fait si nous étions capitale de cette réalité de leadership sur l'arc alpin, et qu'avons-nous fait de concret dans le travail sur l'arc alpin? Car finalement, Grenoble est une ville au cœur de la montagne, mais quand on pense à la montagne, on pense évidemment aux Alpes, mais on ne pense pas à l'arc alpin, on pense à notre environnement de montagne, au territoire de montagne, au lien entre l'activité en montagne et l'activité urbaine, on pense au lien au territoire autour, mais en tout cas de mes un peu plus de 20 ans à Grenoble, je n'ai pas entendu ni moi-même fait émerger une réflexion sur la montagne dans toute sa dimension alpine quand on parle de l'imaginaire auquel on s'attache derrière ce mot. Deuxièmement, quand on pense notre relation à l'Europe, puisque cet arc alpin traverse l'Europe, on ne pense pas non plus à l'arc alpin. Et finalement, on a 19 jumelages, un nombre très conséquent qu'on aurait pu multiplier par 3 depuis 18 mois avec toutes les sollicitations que nous avons eues. On a 8 jumelages européens et un seul dans cet arc alpin, Innsbruck, avec une raison assez particulière, les Jeux Olympiques d'hiver qui nous ont unis
sur la phase 64, 68, 76. Et il est à noter que le jumelage avec Innsbruck est un des rares jumelages qui n'est pas d'association de jumelage. C'est-à-dire que dans la stratégie de jumelage, normalement, ça part de coopération vivante, de citoyens d'ici, d'ailleurs, qui font vivre, qui font ces échanges. On l'a vu avec Oxford, on le voit avec Corato, donc il y a cette richesse-là, ou sinon il peut y avoir le jumelage avec Stendhal, qui est plus un jumelage, un clin d'œil littéraire, et ce lien qui nous unit à travers Stendhal. Mais bon, avec Innsbruck, on a eu une visite officielle. J'ai rencontré la maire d'Innsbruck qui est venue m'amener. Ils avaient changé le panneau du pont de Grenoble à Innsbruck que j'ai maintenant donc, dans mon bureau. Mais c'est un jumelage institutionnel aujourd'hui. Donc finalement, dans notre approche de l'Europe, qui plutôt que de parler de défis du futur ou de défis du passé, peut-être s'approche avec six grands défis. Un, faire une Europe concrète à travers les gens, que ça soit incarné, vivant, que nous sentions et que nous continuons à faire vivre cette Europe de l'après-guerre, cette Europe de la paix. Que nous fassions émerger les découvertes culturelles, à la fois des façons de vivre, mais aussi des expériences culturelles, des expériences artistiques, que nous ayons cette réalité de migration, et on l'a rencontré il n'y a pas si longtemps à travers l'exposition au musée dauphinois, où on a pu le rencontrer de façon très concrète et humaine, pour ma part, lors de la visite du maire de Corato. Donc il y a là cette réalité forte ancrée autour de migrations qui ont construit Grenoble et aussi de migrations européennes. Il y a cette réalité des 19 jumelages. Et puis deux derniers défis. Un autour de projets européens. Ça a été dit, l'Europe est souvent en avance sur les politiques étatiques dans ce qu'elle propose de vision, de projets interrégionaux, de projets intercommunaux, intercollectivités locales. Et enfin, une Europe des valeurs à faire vivre, à faire échanger. Et nous travaillons en cela, par exemple, avec les initiatives récentes en Espagne, citoyennes, et ce que nous pouvons faire avec la ville de Barcelone. Mais quand on regarde ces défis, donc entre Grenoble et l'Europe, ces 6 défis qui sont une façon d'aborder les choses, là non plus, l'arc alpin, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas constitué un élément d'analyse pertinent. Et finalement, le choix de stratégie régionale, et ce choix de cette stratégie régionale de territoire qui s'est développé récemment au niveau européen sur la base de la Convention alpine, c'est un choix qui correspond sans doute plus à une démarche de réflexion, de bassin de vie qui découle, là, Lyon, son lien aux Alpes est assez évident, il suffit d'aller aux sources du Rhône. Donc il y a là une démarche régionale qui me semble convenir beaucoup plus à la fois à la vision d'une Europe des régions qui correspond à ces projets, et à la fois à la vision d'un territoire élargi qui ne peut se limiter à cette vie ramassée autour de l'arc alpin lui-même. Donc ça a du sens, et quelles contributions peuvent amener les villes là-dedans, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Et cette question-là, il me semble qu'elle peut avoir du sens, mais on n'a pas du tout tiré le fil aujourd'hui. Elle peut avoir du sens parce que, effectivement, nous avons des enjeux partagés. Nous avons des enjeux, quand on voit les conférences qu'a organisées les scientifiques qui font partie du GIEC à Grenoble et qui font dans ce circuit de conférences qui nous proposent au musée en cette année de COP21 les enjeux du dérèglement climatique. Il peut y avoir là, effectivement, un axe de réflexion des chercheurs autour de comment, finalement, on s'adapte, comment on lutte contre le dérèglement climatique en territoire de montagne, mais aussi comment on s'adapte au dérèglement climatique et comment on analyse les évolutions rapides qu'il peut y avoir liées au dérèglement climatique, puisqu'on sait que
ces régions de montagne sont parmi les régions les plus rapidement touchées par les dérèglements climatiques qui en subissent le plus rapidement les conséquences. Donc ça, il me semble que c'est un axe qui peut être développé et tiré dans le rôle et la contribution de Grenoble dans l'arc alpin. Et la structure qui reste une structure à périmètre administratif plus qu'à périmètre de bassin de vie, qui est la métropole, peut être un élément intéressant qui renforce cette dynamique-là, puisque on est maintenant dans le nouveau territoire métropolitain, nous allons de 200 mètres d'altitude à 2000 mètres d'altitude, et que cette réalité montagnarde, finalement, elle est pertinente à la fois à l'intérieur de la métropole, mais elle est aussi pertinente à travers le regard que nous portons élus, Christophe Ferrari, moi-même, sur le fait que la métropole ne doit pas être ce phare ultra compétitif qui porte ça dans son moteur, mais une articulation avec les territoires voisins et donc avec les territoires de montagne voisins. Et donc ça, il me semble que ça donne une légitimité pour aller chercher des réflexions, cette fois-ci autour de l'arc alpin. On commence à en avoir, on en a amorcé lors de la biennale de l'habitat durable avec Innsbruck par exemple, autour de l'éco-construction en territoire de montagne ou en territoires qui ont ces problématiques-là. Donc là, il me semble que nous avons peut-être une piste pour matérialiser, si nous le souhaitons, et je pense que c'est intéressant parce que ces stratégies européennes régionales, elles me semblent intéressantes dans le sens où elles élargissent largement la notion de bassin de vie pour parler de notion de ressources partagées et de foyers partagés. Nous avons là sans doute un axe. Voilà, donc ce rapide tour d'horizon de cette articulation entre Grenoble et cet arc alpin, et vous comprendrez que ma conclusion est que pour l'instant elle n'a finalement assez peu de réalité à coup sûr dans la façon dont les habitants vivent, pensent, nous interpellent, etc. Mais qu'il y a sans doute une contribution à faire qui n'enlèvera rien, je crois, à la dimension structurante de cette réflexion autour de l'arc alpin qui, plus que des villes, se pense en termes de régions. Et c'est ça qui fait vivre, et c'est souvent ces associations qui sont aussi à l'origine de ces conventions et des progrès sur la protection des Alpes, qui sont sur des territoires bien plus vastes et qui, s'ils sont ancrés territorialement et que nous en avons quelques représentants ici, donc ils portent une incarnation évidemment territorialisée, en tout cas leur cadre de travail est beaucoup plus large que celui de l'espace communal ou l'espace du petit bassin de vie urbain. Nous sommes là à une dimension tout autre. Voilà en quelques minutes ce que je pouvais brosser de cet axe avant d'aller, je crois, plutôt ce qui sera plus intéressant dans des échanges et des questions autour de ce fil conducteur. Merci. Laisser l'un et l'autre la place à des échanges, c'est ce qui est formidable. Toujours la première question, là, toujours le plus. Voilà. Très bien. Ce qui m'a surpris cette année, c'est que sans bruit, pour la première fois à Grenoble depuis 1991, dans un lieu public, en l'occurrence la Maison internationale, Grenadie, il y a un lieu officiel qui présente de la documentation sur la Convention alpine. À ma connaissance, sur le territoire de la métropole, à part le local de la CIPRA Place Biraken, c'est le seul. La métropole a le mot Alpes dans son intitulé. La prochaine université de Grenoble a le mot Alpes dans son nom. À ma connaissance, dans aucun de ces établissements, les Alpes sont présentées. Ma question est courte. J'ai compris, apparemment, la macro-région est un super guichet financier. Donc il y a un intérêt à l'Alpe-Bashing pour, je dirais, techniciens, élus, et des acteurs économiques, sociaux et culturels qui veulent faire des choses dans les Alpes. Moi j'ai une question. À quel moment les habitants des Alpes vont se dire qu'ils habitent un territoire commun? Une autre question peut-être pour répondre aux deux ou tout de suite, comme vous voulez? Non, ça continue exactement le fil de ce que je disais. Il me semble que le travail, un des
des axes qui peuvent être tirés là-dessus, c'est autour du dérèglement climatique, de ses conséquences, de son adaptation, du changement du mode touristique. Ça a été évoqué par l'intervenant en début d'intervention. Il y a là une matière à réflexion, mais pour que ça devienne une matière à réflexion et pour que nous créions cette envie de se dire que nous partageons des questions communes, avant de partager des réponses, mais déjà que nous partageons des questions, il faut déjà que ces questions soient posées sur la place publique. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé de commencer à faire en introduisant ces débats sur la montagne dans un espace plus large. Quand dans les rencontres du cinéma de montagne, on élargit ces rencontres et ces films extraordinaires qui sont présentés à des temps de réflexion sur science et montagne, sur montagne et économie, donc on étire petit à petit cette dimension-là, et c'est ça qui, me semble, pourra nous permettre de nous sentir un destin commun, de même que je pense que la réflexion autour de l'eau doit nous faire sentir un destin commun, que la réflexion autour de l'avenir de nos stations et nos stations de moyenne montagne doit nous faire sentir un destin commun, de l'agriculture de montagne également, et des modes de construction, avec là aussi beaucoup de choses à en tirer, il me semble, d'expériences de territoires qui sont plus avancés nettement que nous dans ce domaine, dans l'arc alpin. Monsieur ? Une question. Dans cet espace alpin, il y a différents territoires, et ces différents territoires, ils gèrent plus ou moins bien leur eau, leur énergie, leur terrain, qui rendent constructibles ou pas. Et du coup, sur ces aspects-là qui sont cruciaux pour un territoire, on doit pouvoir déjà faire un bilan de zones où ça a été très mal géré pour des raisons diverses et variées. Par exemple, faire passer constructible des tas de terrains, ça peut amener à des catastrophes, parce qu'on va dépasser la possibilité d'utilisation de l'eau locale, et du coup, il y a des petites rivières qui commencent à disparaître. Donc, on doit pouvoir faire des études comparées pour arriver à essayer de voir quelles sont des bonnes pratiques et pour les mettre en valeur. Et ça, peut-être qu'un organisme comme la CIPRA, puisque je vois protection des Alpes, pourrait mettre en lumière en disant, ben voilà, on fait une étude, on a étudié des tas de territoires, et on peut remarquer que sur ces questions cruciales pour notre avenir, en territoire de montagne, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, je n'ai pas détaillé les travaux que nous réalisons, mais ce dont vous êtes en train de parler, vous parlez de coopération, c'est le cœur de notre métier. C'est-à-dire que nous avons, CIPRA a une délégation dans chacun des pays de l'arc alpin, a aussi une maison mère qui s'appelle CIPRA International, et l'essentiel de nos travaux consiste justement à recenser les bonnes pratiques sur l'arc alpin et à les diffuser par la suite sur le reste de ce territoire. Je vais prendre un exemple. Il y a un territoire qu'on cite souvent qui est le Fort Albergue, qui est pionnier dans la construction des bâtiments passifs, et dans les travaux qu'on a réalisés depuis de nombreuses années, on est allé voir justement s'inspirer de ce qui se faisait dans le Fort Albergue, et on l'a dupliqué ici en France. On n'est pas encore en pointe en France, mais on commence à voir les premiers bâtiments. Certains marchent, d'autres ne marchent pas. Mais on voit bien que ce transfert, il est fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à le diffuser plus largement, notamment en France. Et si on le fait sur les bâtiments passifs, on le fait sur tous les autres sujets. Voilà, c'est vraiment le cœur de métier de CIPRA, recenser les bonnes pratiques sur l'arc alpin et les diffuser sur l'ensemble de l'arc alpin. Et CIPRA réside à Grenoble, CIPRA France. La délégation française est à Grenoble, place Bir-Heuken, comme ça a été cité, et vous pouvez bien sûr venir nous rencontrer. Oui, d'abord je voudrais remercier l'UPEG d'avoir mis l'espace alpin au programme, qui est un territoire qui me tient particulièrement à cœur. On sait que je
chez moi, un peu partout, de Grenoble à Vienne. Vienne, entre parenthèses, se considère comme faisant partie du périmètre alpin. On veut qu'il serait le maire de Vienne si on leur faisait cette qualité. De même d'ailleurs que Berne, ou Zurich, ou Ljubljana, qui considèrent également, bon, ils ne sont pas sur la carte, mais qui, même unique, regarde très fortement sur la ligne des Alpes, qu'on voit bien, depuis unique. Alors j'aurais évidemment beaucoup de questions à poser, on va effrayer M. le gouverneur de me limiter à une seule, à celle des transports transalpins. Hein, on sait, on ne sait pas bien, en France, que entre l'Autriche et l'Italie, on construit un énorme tunnel de Innsbruck à Bolzano, à Bozen, comme on dit, du sud, qui doit faire à peu près 55 km de long, je crois. On sait encore moins d'ailleurs que les Suisses en construisent un du même calibre à peu près sur le Gothard, un énorme tunnel. Alors les Suisses, ils ont cet avantage politique de faire ce qu'ils veulent chez eux sans rien demander à personne en dehors de leurs frontières. Hein. Et en France, un projet équivalent suscite de grosses oppositions, de grosses controverses, le franchissement des Alpes par un double tunnel, alors que dans le Tyrol ou dans le Alto Adige, dans le Haut Adige, ou qu'on appelle le Tyrol du Sud aussi, un projet équivalent ne suscite aucune opposition. Hein, c'est un projet que je connais très bien, un chantier que je connais bien, on va dire pour des raisons familiales, et qui suscite, je dirais, l'approbation générale dans le Tyrol, par exemple. On attend de la réalisation de ce projet un allègement de la circulation sur tous les chemins de fer et l'autoroute de la vallée de l'Inn, qui sont plus que saturés. Hein, on n'en attend que de bonnes choses. Alors je voudrais comprendre pourquoi ces projets qui rencontrent l'approbation dans le Tyrol et dans le Tyrol du Sud et en Suisse suscitent tant d'opposition en France, et ce projet est rangé au rang des grands projets inutiles, hein, ce qui n'est pas le cas du tout dans les autres grands projets alpins, le franchissement des Alpes. Oui, c'est effectivement, je l'avais noté à la question précédente, cette réflexion sur donc, le tunnel Lyon-Turin est une réflexion justement qui est au cœur de la réflexion de franchissement de massifs et même de franchissement plus global de marchandises et de voyageurs. Mais pour les voyageurs, une conférence l'année dernière, je crois, à la Maison des associations organisée par les Italiens, soulignait le fait que nous voyagions beaucoup plus facilement avec une fréquence plus importante et un temps de trajet nettement réduit par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui il y a une vingtaine d'années, et que peut-être que la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas totalement due à la présence ou pas de lignes TGV. Mais ce qui est intéressant justement dans cette réflexion autour du tunnel Lyon-Turin, c'est que ça a été pour nous, là je parle d'un point de vue politique, pour nous écologistes, un sujet de réflexion qui a été un sujet à l'échelle de l'arc alpin, hein, c'est-à-dire que pour réfléchir à cette question et prendre une position politique sur cette question, ce que nous avons fait en 2011, nous avons organisé un colloque de 2 jours en invitant des Suisses, des Italiens, des Allemands, des Espagnols, puisqu'il y a une partie du trafic qui vient d'Espagne, et qu'on a eu une vraie réflexion européenne de franchissement des Alpes et de réflexion autour de ce tunnel Lyon-Turin, qui était pendant un temps un projet essentiellement lié au fret, au développement du fret, et qui a reviré un petit peu après sur plutôt des lignes TGV de passagers. Alors, je ne vais pas aller tellement plus loin dans cet axe-là, puisque
si vous voulez parler du Lyon-Turin, vous êtes, je crois, trompé de salle, puisqu'il y a, je crois, en ce moment même, il me semble, une conférence, ou dans les jours très vite, mais je crois bien que c'est ce soir, un débat qui sera fort intéressant entre Jean Sivardière, président de la FNOT, et Daniel Ibanez, qui est un des opposants au Lyon-Turin, il peut faire côté français, parce que côté italien, il y a moult opposants et on a suivi les aventures de notre ami écrivain. Donc, je n'irai pas plus loin pour dire que la problématique, telle qu'on l'a résumée assez rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un axe de fret et de transport de marchandises qui va du cœur de densité de l'Europe, hein, qui est grosso modo le croisement de la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, vers le sud, et que le flux est-ouest, hein, dont la justification du tunnel Lyon-Turin prônait des évolutions majeures depuis 30 ou 40 ans, ce flux de marchandises est-ouest, en pratique, il est stable, voire légèrement déclinant, et il occupe aujourd'hui à peu près 20% de la capacité de la ligne de fret aujourd'hui. Donc l'enjeu majeur, c'est de dire quel report modal. Nous avons une ligne aujourd'hui qui pourrait faire passer 5 fois plus de marchandises. Nous constatons depuis 30 ans que les échanges de marchandises sont stables. Nous avons une réflexion à mener aussi sur les échanges de marchandises jusqu'au bout de l'arc, hein, c'est-à-dire comment on passe à Vintimille et comment on passe également par la Méditerranée pour ces échanges qui sont pour une part entre l'Espagne et le reste de l'Europe. Donc il y a là, évidemment, on se lance dans un projet qui va durer, qui, à mon sens, n'aboutira pas, et je le souhaite, qui n'aboutisse pas, mais qui va durer une vingtaine d'années, coûter, selon les estimations, ça varie entre 12 et 25 milliards, mais bon, voilà, hein, et ça c'est avant travaux, donc on peut imaginer ce que ça sera après. Donc quel report modal et quel bilan de cette énergie grise, alors qu'aujourd'hui, ce transfert de marchandises est stable depuis 30 ans et représente encore une fois 20% de la ligne existante. Donc, voilà, en résumé, si on allait plus loin, la CIPRA peut exprimer sa position, qui est, je crois, assez réfléchie et déterminée sur le sujet aussi, mais de fait, après, il y a des gens beaucoup plus engagés, ce que je pourrais faire, puisque j'ai porté en tant que conseiller régional et président du groupe écologiste l'organisation de ce colloque de 2 jours et les décisions politiques qui en ont été prises à l'issue de ce travail. Compléter un peu. Oui, je vais rajouter un petit mot. J'ai un administrateur qui est dans la salle qui voudra peut-être également prendre la parole. Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Monsieur le maire. Je crois que nos positions sont proches sur ce sujet du Lyon-Turin. Je passerai la parole à Pierre. Moi, je voulais rajouter juste un petit point quand même. Vous sembliez dire qu'il n'y avait pas de débat dans les autres pays ou d'opposition. Je peux vous dire que l'opposition est identique en France, en Italie, que sur d'autres tubes qui sont en cours de construction. Ce n'est pas un débat 100% français. La même question se pose. Et peut-être, pour moi, je veux aussi prendre un peu de hauteur par rapport à ce sujet. Je crois qu'au-delà du Lyon-Turin, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on souhaite une relocalisation de l'économie sur nos territoires ou est-ce qu'on souhaite toujours plus de flux et de transfert de marchandises à travers l'Europe. Je crois que c'est aussi un enjeu qui n'a pas été posé et qui me semble très important. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur, là Non, pardon, où il est administrateur. Il est où? Je ne sais pas où il est. Il est là. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut donner le micro? C'est donc pour compléter. L'administrateur de CIPRA pourra compléter. Écoutez, il y a une question au milieu de la salle. Mais non, mais ça va aller, ça va aller. Bon, ça sera une autre, je pense, sur un autre sujet. Oui, j'ai effectivement porté l'étude du dossier Lyon-Turin au sein de la CIPRA pendant 5 ou 6 ans et contribué à définir la position de la CIPRA et de ses partenaires. Mais je veux pas. Je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire un débat pour contre le Lyon-Turin. Enfin, il y a lieu dans d'autres instances.
Le débat dont parlait Eric Coll, il a lieu demain soir, en fait, à la maison de l'association. Donc là, vous aurez effectivement l'occasion, si vous y allez, de voir un échange entre partisans et adversaires du projet. Moi, ce que je voudrais, c'est répondre aux questions qui ont été posées, que vous avez posées, monsieur. Pourquoi, d'un côté, on s'oppose, et pourquoi, de l'autre côté, on a l'impression qu'au contraire, on ne s'oppose pas, en tout cas, on construit. Et je crois qu'il y a, d'abord, d'un point de vue strictement factuel, la situation des différents pays de l'arc alpin par rapport au transport, qu'il s'agisse des marchandises ou des voyageurs, est très différente. Et l'offre de transport est aussi très différente. C'est-à-dire qu'il y a une demande de transport énorme dans les pays du cœur des Alpes. Ce sont le trafic nord-sud. Les containers chinois sont débarqués dans les ports d'Italie et remontent jusqu'à Hambourg par la voie terrestre souvent. En tout cas, à Iric, tout le cœur de toute l'Europe. Donc la banane bleue, la zone la plus vivante, la plus dense aussi en termes de population, se situe bien au cœur des Alpes et irriguée par ces trafics essentiellement nord-sud. Donc il y a des raisons objectives, il y a une demande de transport très forte, et en face de cette demande, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises, il y a une offre de transport qui est très importante. Ce qui prouve, entre parenthèses d'ailleurs, que malgré les difficultés du territoire des Alpes, et c'est une réflexion plus générale, les peuples et puis les entrepreneurs, etc., trouvent des solutions pour vaincre ces difficultés à la mesure des problèmes qu'ils ont à résoudre. Alors, le problème, c'est que, contrairement à ce qui se passe au cœur de l'Europe, la situation dans les pays de l'ouest de l'arc alpin, et notamment de la France et de l'Italie, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'entre ces deux pays, il n'y a pas, Eric Coll l'a évoqué, il n'y a pas de flux de transport croissant à la mesure de ce qu'il y a. C'est terrible. En Autriche, l'autoroute d'Innsbruck à Bolzano, dont on parlait, est saturée. C'est une procession de camions jour et nuit. On a même interdit pendant un certain temps les camions stationnés sur l'autoroute la nuit pour éviter des pollutions. Et c'était une file ininterrompue de camions sur les 300 km de cette autoroute, alors qu'on ne peut pas dire que l'autoroute de la Maurienne soit submergée par des flux de camions. Donc il y a une demande de transport qui n'est pas très importante. C'est la même chose au niveau des voyageurs. Actuellement, il y a très peu de trains. Il peut y avoir 2 TGV par jour et quelques trains de voyageurs qui relient les deux pays. Ils sont loin d'être saturés aussi. Donc il n'y a pas cette offre et cette demande. Et il n'y a pas aussi de politique de transfert modal chez nous et en Italie, comme il y en a en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les Suisses ont développé avec les Allemands et les entrepreneurs italiens des sociétés de transport ferroviaire extrêmement puissantes qui effectivement acheminent des centaines de trains par jour. Pour rentabiliser un tunnel, il faut environ 300 trains par jour. Enfin, un tunnel comme le Turin, il faudrait 300 trains par jour. Aujourd'hui, on doit en avoir une quinzaine ou une vingtaine. Donc voilà, ce sont des raisons objectives qui font que les populations réagissent différemment. Et c'est ça que je crois qui est important. On ne peut pas contester qu'il y ait une opposition très forte en Italie, parce que l'Italie est encore plus défavorisée que la France en matière d'offre de transport. Donc les gens ne croient pas, tout simplement, à ce qu'on leur dit. Ils ne croient pas que cette offre puisse se développer, puisqu'ils la voient stagner, voire régresser. Il y a une opposition qui s'est constituée en France, qui est aussi forte, et je dirais que ces oppositions ont d'autant plus de retentissement qu'elles sont dans une sorte elles interviennent dans une sorte de désert de l'offre, enfin, pour caricaturer un peu les choses, alors que les oppositions, elles sont aussi fortes. Je les ai vécues avec des réunions de la CIPRA en Autriche ou en Suisse. Alors les oppositions sont fortes par rapport à des gens qui s'interrogent sur les méfaits possibles de ces infrastructures. Ils ne sont pas contre le fait qu'il faille transporter des marchandises, mais ils disent attention, est-ce qu'on peut réaliser des œuvres de tel gigantisme avec tous les problèmes, les risques, etc., environnementaux que ça peut poser. Donc on a un débat qui est beaucoup plus, et moi j'ai vu des échanges très vigoureux, instrumentés par des autorités politiques locales, et alimentés et documentés par les autorités politiques. Faut-il ou non poursuivre dans cette voie? Donc là on a un débat par rapport à une réalité. Chez nous, en France et en Italie, on a un débat par rapport à une sorte de miroir, de rêve. On va
supprimer les Alpes, on va supprimer la montagne, qui n'arrive pas à démontrer sa nécessité en termes d'offres et de demande de transport. Merci. Une autre question, monsieur. Oui, je voudrais revenir sur un aspect économique, mais l'articulation entre la politique régionale et la politique macro-régionale, comme vous l'avez évoqué sur cette traversée des Alpes. Les risques climatiques montrent, et de manière urgente et en accélération, la dégradation des circulations locales. En même temps, on a un dépeuplement des zones rurales et montagneuses. Si on prend le cas de Billy, le lycée de Billy, eh bien, il y a des élèves qui viennent de Billy, il y a des élèves qui viennent de Rive-Pérou et qui sont en situation sinistrée, et il y a des élèves qui viennent des Deux-Alpes ou de Buez, qui eux vivent dans l'opulence. Et en fait, on ne peut pas avoir une politique unique, même régionale, pour penser tous ces problèmes. Comment considérer un peuplement organisé, accessible des zones rurales, montagneuses, alors que l'on sait qu'à la porte de la France et d'autres pays d'Europe, il y a plein de gens qui attendent de trouver des espaces. Nous n'avons aucune stratégie de peuplement, et c'est une question qui peut aller, par exemple, dans la logique du Rassemblement citoyen régional, une dotation de je ne sais plus combien de milliards, quelle est la part qui va aux métropoles, tourisme industriel, et quelle est la part qui peut aller à l'investissement rural. Je ne sais pas qui veut répondre à cette préoccupation. Alors, peut-être deux éléments de réponse par rapport à ça. De fait, je crois que l'échelon régional est le bon échelon pour penser l'aménagement du territoire. Et même si on sort un petit peu peut-être de la question de l'arc alpin en tant que tel, puisque mais il y a là dans c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de métropole que nous ne voyons pas, ni Christophe Ferrari ni moi, comme un phare ultra compétitif qui serait en réseau avec tous les autres phares ultra compétitifs du monde et qui serait au milieu d'un désert, selon les propres termes de certains de ces fans. C'est parce que quand on est dans un satellite, et ben, finalement on ne voit que ces métropoles, on ne voit pas le reste. Je cite, ça c'est discours à la préfecture sur l'évolution des métropoles. Donc, ça dit un petit peu quelque chose quand même de la vision politique qu'il y a derrière. C'est pour cela que la métropole doit se vivre en lien avec son territoire immédiat, et c'est ça que nous prenons, et que la région doit conserver des compétences fortes et des compétences structurantes d'aménagement du territoire pour éviter que les phénomènes de concentration de ressources ne s'accentuent avec ce qu'il a de travers, puisque les villes restent encore aujourd'hui d'énormes aspirateurs à ressources et usines à déchets. Pour faire simple, bon, il y a des extrêmes comme la ville de New York qui va balancer ses déchets à 1500 km de là, avec une chaîne de camions qui est aujourd'hui c'est ça, mais même dans d'autres territoires, l'avenir, on va dire, l'avenir de la transition énergétique, il est à la fois certes dans les changements de culture, les changements de pratique, mais quand on parle, il est dans l'évolution technologique aussi, bien sûr, mais il est aussi dans là où sont aujourd'hui les ressources qui constituent les défis du XXIe siècle, c'est-à-dire l'eau, les terres arables, la biodiversité, les matières premières et l'énergie. Et pour ces 5 ressources rares sur lesquelles il nous faudra mobiliser l'intelligence humaine plutôt que de la mobiliser sur l'économie du travail humain. On a super bien réussi, on voit partout dans le monde occidental le niveau de chômage, le niveau de précarité, mobiliser notre intelligence là-dessus. On voit bien que le monde rural porte ses ressources beaucoup plus que les villes, dont la réflexion doit être comment on y fait de la qualité de vie et comment on réduit cette consommation de ressources, comment
On réfléchit aussi à recréer le lien, hein, c'est pour ça que les problématiques de végétalisation de la ville, d'esthétique de la ville, de contact avec des éléments naturels, sont des éléments majeurs du développement culturel, et que les jardins partagés ou les programmes Jardins dans nos rues ou les opérations de verger que nous avons lancées l'hiver dernier sont plus qu'une petite expérimentation de quelques personnes qui vont vaguement se nourrir pour une toute petite partie de leurs besoins. On retrouve ce sens-là, et c'est ça qui permettra, à mon sens, de préserver le monde rural et le monde montagnard qui dispose de ces ressources-là. Donc nous devons limiter notre consommation de ressources, penser nos pollutions, limiter nos émissions de pollution, voir ce que nous pouvons faire pour une infime partie de notre auto-alimentation et de production d'énergie, mais surtout nous penser dans un territoire plus large, et en ce sens, la région est un échelon évidemment pertinent. Sur la première partie de votre question sur des stratégies de peuplement, je crois assez peu à des stratégies de peuplement. Bon, la Convention des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, mentionne la liberté de mouvement, peut-être ça serait pas mal de la relire en ces périodes de choc migratoire, puisqu'a priori c'est un texte qui nous unit assez largement, mais en tout cas, je crois que autant on peut travailler pour créer les conditions pour cette relocalisation de l'économie, repenser notre modèle agricole, notre modèle autour de ces 5 ressources rares, autant je ne crois pas qu'on arrive à diriger un peuplement au-delà, sauf si on a des politiques autoritaires, comme certains pays peuvent le faire, et on est dans une autre problématique. Heureusement, nous ne sommes pas dans celle-là. Et quand on voit l'évolution du peuplement des villes, c'est assez marquant de voir qu'en fait on ne contrôle pas grand-chose. On a eu un pic, on va dire, dans à peu près toutes les grandes villes dans les années 60-70, après un creux, et puis on remonte vaguement, un petit peu tous, mais vaguement, sans revenir au niveau du pic. Par contre, le fait urbain, on dit que le fait urbain se développe en France, c'est parce que nous classifions dans urbain tous les pôles urbains de plus de 2500 habitants. Donc là, effectivement, ça augmente. Si vous regardez l'évolution de toutes les grandes villes, en fait, on n'a pas retrouvé le niveau de pic de la fin des années 60 ou début des années 70. Quelles que soient les stratégies, on peut construire en espérant que ça va attirer du monde. La réalité est tout autre, on ne pilote pas grand-chose là-dedans, et heureusement. Vous évoquez l'importance de la région, alors que penser d'une région qui va avoir dans ses responsabilités le massif auvergnat, si l'on peut dire, et d'un côté le massif central et de l'autre les Alpes, parce que cette région énorme, Auvergne-Rhône-Alpes, avec Auvergne d'un côté, Alpes de l'autre, va avoir des charges énormes par rapport à votre réflexion sur le rôle de la région. Oui, bon, alors là, je vais d'abord parler de mon expérience peut-être de conseiller régional, puisque dans mon premier engagement politique, fin 2009, a été pour les élections régionales, et bon, j'ai pu vivre déjà la dimension de Rhône-Alpes dans son périmètre d'avant. 8 départements pour rassembler les élus haut-savoyards et les élus ardéchois, qui étaient chacun à plus de 3 heures de Lyon. C'était déjà un sacré travail. Donc ma première réflexion, quand on a vu apparaître ce découpage, c'est de me dire, oulala, surtout, il ne faut pas y aller. En tant que agent, on va dire, de politique publique, hein, parce que celui qui devra aller des berges du Lot à Pré-Aurillac à la Haute-Savoie, et ben bonjour. Enfin, aujourd'hui, quand on voit l'état de fatigue, là je parle, c'est purement humain, mais c'est la première chose qui m'a frappé, hein, de nos vice-présidents de la région, qui sont en charge, des lycées ou du foncier ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est des gens qui sont épuisés physiquement et qui ont des temps de trajet qui sont bien pires que ceux des ministres. Hein. C'est ça aujourd'hui. Donc l'échelle de la région, bon, d'abord je me suis dit surtout ne pas être vice-président de la région, ça déjà c'est un objectif humain assez clair. La deuxième chose, là c'est plus politique, c'est de dire qu'on est parti d'un diagnostic qui dit la France représente à peu près 40% des communes de l'Union européenne, on a trop de communes, et puis on a trop d'échelons. Donc là on partageait tous ce diagnostic.
Donc, nous fusionnons les régions. Bon. Donc, on ne voit pas trop le lien entre le diagnostic de départ et l'atterrissage. Il me semble qu'on a raté là une refonte institutionnelle assez forte, que ce soit en termes de nombre d'étages et en termes de simplification. L'Allemagne a fait cette fusion des communes, c'est compliqué, ça lui a pris une dizaine d'années. L'Italie a fait cela également. Bon, nous représentons 40% des communes de l'Union européenne, ancien format, je crois, aujourd'hui. Mais pour les montagnes, les montagnes, ça va être... puisque c'est le thème. Oui, ça va être compliqué aussi, même si peut-être que ça va pousser un peu plus à la réflexion autour de politique touristique 4 saisons et de politique touristique de moyenne montagne, et qu'en cela, on peut se dire que l'arrivée de l'Auvergne peut-être amènera une réflexion intéressante dans nos façons d'approcher l'évolution du dérèglement climatique dans nos stations de moyenne montagne alpines. Oui, quand les pouvoirs publics adoptent des stratégies, ils sont généralement critiqués parce qu'on va dire que les stratégies sont des documents un peu creux, des déclarations de bonnes intentions. En même temps, quand on n'adopte pas de stratégie, là aussi les pouvoirs publics sont critiqués comme manquant de vision politique. Ça m'amène deux questions. La première est de savoir si selon vous deux, en fonction de vos angles respectifs, la stratégie macro-régionale reflète une certaine vision politique partagée et à laquelle vous adhérez, avec laquelle vous êtes en phase. M. Acide, par exemple, vous avez indiqué que vous regrettiez que la CIPRA n'ait pas été plus impliquée dans le processus aboutissant à la stratégie. Donc ça, c'est ma première question. Et la seconde, la stratégie, elle peut produire des effets dès lors qu'elle est un minimum institutionnalisée sous la forme de lieux, de formes de coopération. Donc, quels sont ces lieux et formes de coopération et de quelle manière pouvez-vous vous intégrer à ces lieux pour notamment, par exemple, échanger les bonnes pratiques, comme on disait tout à l'heure, comme c'est très à la mode au sein de l'Union européenne depuis quelques années. Oui, ce qui me semble important sur cette stratégie macro-régionale, je l'ai dit, je crois que l'objectif, c'est concentrer des moyens financiers sur des objectifs partagés. Je crois que là est l'objectif. Ce que à la CIPRA, au départ, je crois, on a eu du mal à comprendre, on a toujours du mal à comprendre, c'est finalement quel est l'enjeu, quelle est la difficulté que connaît l'arc alpin, quel est le défi qu'on a à relever. Et dans les réponses qu'on a eues, ce n'est pas clair. Je ne l'ai pas cité, mais cette stratégie macro-régionale, elle porte sur 3 axes que je vais citer. Le premier axe, c'est renforcer la compétitivité, la prospérité et la cohésion de la région alpine, garantir accessibilité et connectivité pour tous les habitants de la région alpine, rendre la région alpine durable et attrayante sur le plan environnemental. Ce sont les 3 axes. Ces 3 axes, ils sont valables pour toute l'Europe. Quelle est ici la spécificité alpine? On ne la sent, voilà, on ne la sent pas. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Sur la place pour la société civile et les espaces de coopération que pourrait créer cette stratégie macro-régionale, votre deuxième question. Toutes sortes de dispositifs existent déjà. Il y a la Convention alpine, qui est suivie malheureusement de peu d'effets. On a des programmes européens, Espace alpin, Alcotra et autres, qui sont à cheval sur l'arc alpin. Ces dispositifs existent. Il y a déjà des coopérations en marche.
Est-ce que cette stratégie régionale, qu'apporte-t-elle de nouveau dans les formes de coopération? On ne le sent pas. Notre espoir dans cette stratégie macro-régionale, c'était de se dire que peut-être on trouve enfin des outils pour mettre en œuvre la Convention alpine. Cette Convention alpine manquait d'outillage et peut-être cette stratégie pourrait permettre enfin de la mettre en œuvre. C'est notre espoir. Voilà. Moi, je pourrais dire juste un tout petit mot, mais tout petit, pour dire que oui, ces documents, même si quand on les lit, on peut avoir l'impression que c'est de la flûte de Pan, en fait, c'est des documents structurants. Hein, et le politique, je l'ai appris petit à petit, parce que c'est vrai qu'en venant du monde industriel, j'avais un peu de mal au début à me battre pour des terminologies dans des batailles qui me semblaient un peu microcollines. Or, en fait, c'est quand même des guides dans lesquels vont rentrer, des sous-guides dans lesquels, à la fin, finiront par une politique publique, des dispositifs, etc. Donc oui, c'est important. Et oui, pour cela, on peut rejoindre ce que disait, je rejoins ce que disait mon intervenant, mon voisin, que finalement c'est assez décevant de voir que seul le troisième objectif amorce ce qui pourrait être un début de réflexion spécifique aux Alpes, et que le reste la terminologie que vous retrouvez partout, assurer la compétitivité, enfin la prospérité par la compétitivité, ce qui me semble à démontrer politiquement. Voilà. Mais oui, c'est important, et donc oui, c'est dommage que ces objectifs-là n'aient pas été à la hauteur, souvent de stratégies européennes qui sont, elles, plus ambitieuses quand même. Il faut le souligner aussi. Oui, parce que l'un des protocoles de la Convention alpine, c'est justement l'aménagement du territoire et le développement durable. Et c'est en 1994 que c'est évoqué, donc c'est un élément intéressant et important, disons, de prendre en compte les forêts en montagne, enfin les spécificités. Parce qu'en partie, en vous écoutant, j'ai l'impression, mais c'est bizarre, moi j'habite à Grenoble depuis plus de 22 ans, j'ai l'impression que, au fond, les Alpes, ça n'existe pas, quoi. Qu'il y a au fond une réalité alpine tellement diverse que c'est simplement une réalité géographique, mais pas forcément plus que cela. Et dans les rapports entre Grenoble et Alpes, moi j'ai entendu un vieux collègue, il est vrai, Jean-Louis Kermond, un vieux collègue qui répétait régulièrement à Grenoble, la capitale des Alpes. Et... Henri, tu me coupes là parce que le pied... Voilà, pardon. Et alors, excusez-moi. Je me présente, puisque personne ne se présente, vous devez tous vous connaître sûrement. Non. Moi, personne ne me connaît, je suis Jean Duval, je m'occupe du musée, et je suis l'animateur d'une revue, une modeste revue qui s'appelle Mal. Et je voudrais vous dire que je trouve ce débat peu enthousiasmant, et donc pas étonné de voir que tous les jeunes gens, ou la plupart, sont en train de partir les uns après les autres, puisque personne ne veut dire, jusqu'à ce présent, mais Henri est en train de commencer, que nous avons la chance inouïe d'habiter dans un massif montagnard exceptionnel qui sont les Alpes. Et ça, cela mérite d'être dit, rappelé, travaillé, discuté. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est beau, que ça fournit des émotions, surtout. La première chose, c'est que, en écoutant le discours du représentant de la CIPRA, on ne peut s'empêcher de penser qu'à la suite de la Convention alpine, toutes les discussions sur le massif alpin ont lieu dans les capitales européennes, n'ont pas lieu dans les Alpes. Et que la discussion, finalement, elle revient à un débat, un dilemme très simple: réserve naturelle ou terrain de jeu suréquipé? Alors qu'il va y avoir, à mon avis, d'autres dimensions qui peuvent être évoquées. Travaillant sur le domaine alpin et culture et patrimoine de l'Europe alpine, je peux vous assurer qu'il reste encore des spécificités alpines partagées à l'échelle du massif, sans dire pour autant qu'il y a une culture alpine, il y a une mosaïque de culture alpine, mais que cet ensemble-là mérite d'être connu, sauvegardé si c'est encore possible, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas,
19e siècle, on ne souhaite à personne de revivre ces périodes, mais au moins en tout cas connue et valorisée comme telle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, je voudrais dire à M. le maire de Grenoble que Grenoble doit beaucoup aux Alpes. Grenoble, son développement économique, son développement scientifique, son image actuelle sont en grande partie issus de dynamiques industrielles qui se sont mises en place à la fin du XIXe siècle, au moment où la grande libre était, et où est parti avec la Louise Blanche et un certain nombre d'autres moments de l'histoire technique, sont partis de ce qui fait Grenoble aujourd'hui. Et que Grenoble est en droit de revendiquer sa dimension alpine pleinement. Alors je comprends très bien ce que vous voulez dire en disant capitale européenne, ça veut rien dire. Si c'est capitale au sens de la puissance et de l'assujettissement que la capitale nationale a fait vivre à la France depuis longtemps, c'est pas très intéressant. Mais s'il s'agit de rayonnement, et s'il s'agit de porter des valeurs, ces valeurs dont vous parliez tout à l'heure, et de les transmettre et de les partager avec les autres pays du Balkan, alors nous ne disons plus capitale, mais peu importe, disons simplement foyer à foyer de réflexion. Et je crois que l'attachement que montrent les Grenoblois et plus largement beaucoup de gens sur ce territoire à la montagne mérite attention et doit forger, à mon avis, des politiques, pas une politique, il n'y en a pas une seule, mais des politiques pour que cette relation soit plus douce, soit plus agréable, soit plus respectueuse. Nous en avons marre de croiser des pylônes tous les 10 kilomètres, tous les quelques centaines de mètres dans nos montagnes, et nous voudrions en garder la qualité et cette espèce de miracle d'une nature qui est demeurée encore en partie préservée, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres régions. Donc je crois qu'il faut revendiquer les Alpes et imaginer des politiques qui fassent valoir cette relation que nous entretenons ainsi. Ça va bien dans le sens de ce que nous avons lancé, avec l'humilité nécessaire, c'est pour ça qu'il y a ce décalage sur le terme capital. C'est un travail de longue haleine qui a démarré pour nous. On a lancé à la région une réflexion autour de Montagne 2040, qui a justement pour ambition de sortir de cette vision court-termiste qui atterrissait systématiquement, même à l'échelon régional, sur finalement des objectifs ou des conclusions assez similaires aux 3 axes qui ont été développés dans la stratégie interrégionale alpine. Et donc cette réflexion autour de Montagne 2040 amène cette dimension, de même que ce que je citais tout à l'heure sur l'élargissement des rencontres de cinéma de montagne, de même que la participation de Grenoble au débat sur la montagne au Sénat, c'est vrai au Sénat, mais il nous faut faire vivre cet espace-là, et c'est ce que nous essayons de faire pas à pas, également en ayant un adjoint à la montagne qui est là justement pour faire vivre et respirer toutes les dimensions de cette culture montagnarde, qui est un premier pas nécessaire pour en faire un objet de débat public. Et je crois que c'est ça finalement le paradoxe grenoblois, c'est que, vous l'avez dit, les débuts de l'électricité qui ont entraîné tant de choses pour notre ville, ou notre situation géographique en cul-de-sac, qui a amené finalement, on en parlait hier avec ce que je disais au président de l'université, qui a amené cette ouverture au monde à travers l'université, parce que quelque part nous sommes un peu au bout, et puis on a cette ouverture via aussi ces échanges-là. Et ben tout ça doit nous conduire à une
vraie réflexion qui n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, c'est ma perspective, hein. Bien que étant là à cause des montagnes et me réjouissant, je pense comme beaucoup d'entre vous, tous les matins quand on tourne et qu'on a ces massifs éblouissants, même si on n'a pas le temps chaque jour d'y aller, donc on a cela chevillé au corps, mais il faut en faire un objet de débat public. Et c'est ce que nous essayons à travers le lien entre l'université et ses chercheurs de montagne et le territoire, à travers l'investissement politique que nous avons eu dans ces réflexions de montagne, à travers également cette réflexion autour de Montagne 2040, qui rejoignait finalement dans laquelle la CIPRA d'ailleurs également a contribué assez fortement, qui rejoignait ces réflexions entre de toutes les dimensions de la montagne et qui rejoignait ces questionnements assez forts sur qu'allons-nous faire dans 20 ans et finalement du coup réfléchissons à d'où nous venons pour pouvoir réfléchir aussi à ce que nous allons faire. Oui, je veux réagir également. Je vous remercie pour la fraîcheur et cette note d'optimisme que vous avez apportée. Peut-être par rapport à ça, je veux peut-être dire certainement qu'on finit par être pris dans un carcan administratif, institutionnel, où on est sans cesse à réfléchir sur comment protéger, quel texte, quelle mesure, quelle stratégie, et on en perd peut-être ce cœur, c'est la beauté des Alpes, la culture, et je vous remercie pour ce message. Oui, gardons ça bien en tête, et je veux faire part de mon expérience au sein des CIPRA, parce que ce sont des échanges entre des hommes. On se retrouve régulièrement entre personnes qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, de la Slovénie, avec chacun nos différences culturelles. Vous avez aux cultures locales que depuis un an ou deux, je crois. Ah non, CIPRA s'intéresse aux cultures locales depuis longtemps. Ah, vous voulez dire précise. Dans vos journaux, dans vos papiers, la dimension culturelle n'apparaît que depuis 2 ans. Alors, je suis à la CIPRA depuis un peu plus d'1 an. À ma connaissance, CIPRA s'intéresse à la culture locale depuis de longues dates. Je pense qu'on pourra regarder ses travaux, mais je pense qu'on trouvera des références là-dessus. Oui, au final, je vous pose une question sommaire. À vous écouter, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas exactement quelle est la place de la dimension alpine dans les choix municipaux. Est-ce que finalement, cette dimension alpine, c'est pas un peu le parent pauvre, comme au niveau national, l'Europe est un peu le parent pauvre des décisions politiques. Donc c'est un peu mon interrogation. Si vous deviez me dire quelle est la part de la dimension européenne dans vos débats, dans vos choix. La dimension montagne, vous voulez dire? Oui, montagne. Montagne, l'axe alpin. Est-ce que ça véritablement... Alors, il faut distinguer la dimension montagne de la dimension arc alpin. Ce que je disais au début, c'est que parce que la dimension arc alpin aujourd'hui est assez peu présente, hein, et de même qu'elle a été assez peu présente dans notre réflexion municipale, bien qu'on cherche à en tirer le fil, plutôt via des réflexions autour d'enjeux et d'enjeux du coup autour de ces 5 ressources dont je parlais tout à l'heure. Par contre, la dimension montagne a été fortement au cœur de notre projet municipal, puisque nous avons porté ce diagnostic du fait que Grenoble s'érigeait en capitale des Alpes, mais ne travaillait pas cette question. Et que donc, on a fait le choix du décalage sur la terminologie, pour revenir un peu au niveau du sol, et 2, mettre un adjoint à la montagne, qui est adjoint également au tourisme, et tirer des fils multiples. Et c'est cette amorce de politique-là qui est mise en œuvre aujourd'hui, qui permettra, à mon sens,
à la fois à la métropole de se lier au territoire autour et de créer du sens avec le Vercors, la Chartreuse, la Matésine, le Trièves, etc. De ce respect des territoires voisins et de ce qui nous lie, et de cette volonté aussi de retrouver du sens dans les échanges, d'une part, et puis aussi d'accès à la montagne pour plein de Grenoblois qui ont finalement assez peu accès, qui là aussi il y a des valeurs à transmettre, hein, à la fois de démarche collective, de solidarité, de respect, de beaucoup de choses, hein. On pourrait parler des dimensions presque philosophiques pour un grand nombre d'entre nous autour de la pratique de la montagne, mais en tout cas il y a là un enjeu majeur, et c'est un enjeu également à mon avis de prospective, de vision de la ville de demain très fort, parce que si nous portons demain aussi des dimensions d'une économie relocalisée, mais également de tourisme zéro carbone, nous avons là, et Grenoble en termes de situation géographique, a une proposition à faire en termes de tourisme zéro carbone, avec le potentiel culturel que nous avons dans la ville et le potentiel que nous avons tout autour dans les massifs. Par rapport à l'arc alpin, tout est à construire. Tout est à construire, et c'est pas notre premier fil. C'est ça que je veux dire. C'est que ce que nous avons tiré là, c'est plutôt autour de... on l'a fait plutôt en perspective de la COP 21, c'est-à-dire que là, nous avons une problématique autour du dérèglement climatique, de l'adaptation et de la lutte contre le dérèglement climatique, où nous avons des compétences et des potentiels grenoblois, avec ces scientifiques participants au GIEC, qui peuvent avoir une réflexion sur un territoire de montagne qui est à l'espace, à l'échelle de l'arc alpin. Oui. Oui. Il y a une personne d'abord. Oui. Je voulais savoir quel était le diagnostic, pourquoi il y avait aussi peu de réflexion sur l'arc alpin. Puisque vous avez dit que vous existez, la CIPRA existe depuis 1951, donc pourquoi il y a aussi peu d'enjeux, je dirais, autour de l'arc alpin. Et puis la deuxième question, c'est, je dirais, pourquoi, et quelles sont est-ce qu'il y a des stratégies de protection des Alpes qui sont différentes des pays, différents pays par rapport au changement climatique, aux pollutions, etc. des Alpes? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de stratégie, puisqu'on voit que se construit, a été créée la Convention alpine, il y a maintenant cette réflexion sur la stratégie macro-régionale, donc il y a bien des réflexions et des enjeux également, notamment transfrontaliers, comme on l'a vu avec la question des transports. Donc je crois que les enjeux à travers les Alpes sont bien là. Concernant la protection de la nature, hein, et des espaces naturels, il existe un réseau porté par Alparc qui fait la connexion sur l'arc alpin entre toutes les zones protégées, les parcs nationaux notamment, et les réserves naturelles. Il y a donc un maillage avec des échanges, de la coopération pour faire cet échange aussi de bonnes pratiques auxquelles CIPRA contribue largement également. Oui, je me présente pour répondre à l'injonction pertinente de Jean Guimard. Donc, j'ai Pierre Moreau, j'étais administrateur de la CIPRA effectivement entre 2006 et 2012 ou 2013, notamment en charge du dossier des transports et aussi celui de la promotion de la construction passive, plus largement des questions de bâtiment, construction. Et pour rebondir sur la question posée par rapport à la culture, Jean dit la culture n'est traitée dans la revue de la CIPRA que depuis 2 ans. C'est sans doute vrai, elle est peut-être traitée en tant que telle que depuis 2 ans, mais ça saute surtout aux yeux d'un observateur français parce qu'on a du mal à intégrer la dimension culturelle dans tout ce qu'elle a de territorialisé, parfois de folklorique, etc., dans nos démarches et dans nos réflexions et dans nos propositions. Il y a une différence quand on se réunissait entre membres de la CIPRA. C'est vrai que quand nous étions en Suisse, en Allemagne, en Autriche, on était
vraiment dans un monde, enfin, y compris dans nos débats et dans la façon de vivre le séjour aussi, lorsque nous rencontrions, on est vraiment dans une ambiance de montagne, avec un certain folklore parfois, hein, etc. Et la culture est présente. Chez nous, on a beaucoup de mal à conserver cette dimension et en tout cas à la faire vivre dans des démarches telles que les décrit Jérôme, des démarches administratives, par exemple. Je veux juste prendre un exemple. Nous avons organisé les Assises nationales de la construction passive à Grenoble avec le Salon du Bois et quelques autres partenaires, et pour essayer de promouvoir et de bénéficier de l'avance énorme qu'avait le Vorarlberg, dont on a parlé dans ces domaines, et plus largement d'ailleurs les pays du cœur du massif alpin germanophone. Pourquoi le Vorarlberg, qui est une petite région, qui n'a pas les moyens de la région Rhône-Alpes, bien loin de là, et l'Autriche n'a pas les moyens de la France non plus, pourquoi cette région a développé, a procédé, enfin une démarche extraordinaire et exemplaire de construction en bois, passive, durable, etc. Bon, je crois que tout le monde la connaît aujourd'hui. Pourquoi ont-ils 15 ans d'avance? Précisément parce que c'est quand on discute avec eux, c'est au départ une dimension culturelle qui les a conduits et qui leur a permis de développer ce savoir-faire. Une dimension culturelle, l'usage de la forêt, l'usage du bois, le sapin blanc, on ne sait pas qu'en faire, et bien justement, on va couper en petits morceaux, ça va permettre de faire des panneaux préfabriqués pour construire des maisons extrêmement performantes, je résume en 2 mots, et un peu rapidement. Et derrière, on va structurer, nos artisans vont se travailler ensemble, se coordonner, etc. Et on va inventer quelque chose de nouveau. Et ils ont inventé quelque chose de nouveau. Lorsque nous avons organisé ces assises pendant 3 ans de la construction passive à Grenoble, qui avait un certain succès, 300, 400, 500 personnes, architectes, etc., venant de la France entière, on avait un mal fou à parler de ces dimensions-là. On ne parlait que des normes, des processus, des normes, des freins qui empêchaient la créativité et qui empêchaient de développer des formes nouvelles de construction ou d'habitat. Et je crois, donc la différence culturelle, pour conclure, elle est, lorsqu'on se voyage en Suisse, en Autriche, en Allemagne, elle est tout le temps présente. Chez nous, à Grenoble, et y compris souvent même dans les stations, on ne la sent pas, la culture locale. D'abord parce qu'elle a disparu dans les stations, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de vestes en cuir ou de pantalons de cuir. Ils ont importé tous les modèles de construction du Vorarlberg, mais personne n'a dit qu'en termes de construction passive, nous avions un matériau formidable dans notre région qui s'appelle le pisé et qui aurait pu faire l'objet de même d'expérimentation. Et peut-être. Mais non, mais vous ne l'avez pas dit. Mais non, Jean, non. Les porteurs de la démarche pisée étaient membres et participaient. Voilà, ça commence. Et simplement, ils se heurtaient, justement, ils n'ont pas réussi à convaincre de la pertinence de ce matériau et de sa qualité culturelle. Ils se heurtaient au sarcasme, comme les gens qui font de la paille. Ils se heurtent au sarcasme de maison de petits cochons, etc. Et le bois, c'est pas sérieux, le bois, c'est des cabanons, c'est des règlements d'urbanisme interdisent, etc., etc. On n'a pas cette dimension culturelle chez nous. Et je crois que l'enjeu dont parle Alice Piolle, il faut le prendre, il faut vraiment aller s'imprégner et continuer à s'imprégner de ce qui se passe chez nos voisins, parce qu'on a besoin, on a un énorme retard et un énorme vide à combler dans ce type de démarche, dans cette intégration justement de l'univers. Il y a quelqu'un qui veut, juste à côté de toi, qui veut poursuivre un peu plus loin. Non, ce monsieur. Puis derrière, peut-être, je ne sais pas. Je vais demander la parole. Voilà. Ben, je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Vas-y. Non, oui, simplement, je voulais poser une question. Et par rapport à la CIPRA et par rapport à la méconnaissance de ces traités d'association, il me semble que, est-ce que c'est pas une des raisons, n'en est pas le fait que c'est un traité international entre États, et que je ne suis pas persuadé que notamment l'État français soit absolument passionné par ce genre d'enjeu. Et que justement, il me semble que l'espoir que peut susciter, entre guillemets, parce que c'est encore une construction institutionnelle qui a des aspects peut-être d'usine à gaz, cette macro-région peut aussi, si ça arrive à se constituer et à exister réellement, à s'incarner, comme disait
Éric Piolle, moi il me semble que là, il y a peut-être plus, je veux dire, les gens, les institutions et les lieux politiques qui seront impliqués par ce genre de configuration institutionnelle peuvent porter davantage ce type d'intérêt à l'arc alpin. Et ça me semble tout à fait important. Et deuxième point, je rebondis juste sur ce que dit Pierre. Je pense que c'est plus une vision, peut-être, il faut peut-être avoir une vision peut-être plus culturelle, anthropologique, civilisationnelle, en fait, des mosaïques des cultures alpines. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en fait, ce massif était quand même un massif frontalier, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'à la limite ça peut être un enjeu extraordinaire au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire d'arriver à regrouper les acteurs qui sont dans ces territoires et arriver à constituer une macro-région qui a un sens au niveau de l'Union européenne. Mais je crois que la culture, je pense que en tout cas c'est une question, est-ce que, compte tenu du fait que par exemple l'Autriche et la Suisse sont des pays fédéraux, que la Bavière est une région extrêmement puissante. Donc ce sont, alors et ensuite après on peut prendre au niveau de l'Italie, les régions qui ont le Trentino-Adige ou le Val d'Aoste, encore que le Val d'Aoste c'est une petite région. Est-ce que ces lieux-là, qui ont plus d'autonomie et plus d'indépendance politique qu'on peut l'avoir nous en France, et je reprends ce que disait Pierre, est-ce qu'il n'y a pas là une dimension culturelle qui, à nous Français, nous fait qu'on n'arrive pas à appréhender, et est-ce qu'il n'y a pas des raisons objectives? Quand on parle du tourisme dans les Alpes françaises, ce sont les grandes stations, le ski, l'or blanc, machin, etc. Et c'est vrai que les traditions et toutes les cultures populaires, et toi j'en fais quand même particulièrement, tu connais bien la question, je pose la question, est-ce que c'est aussi puissant, et est-ce que c'est donc, ça introduit des synergies économiques locales aussi puissantes en France que dans les pays que sont l'Autriche fédérale, la Suisse fédérale, les régions autonomes du nord de l'Italie ou la Bavière. Vous avez... Non? Vous dialoguez? Non? Il me semble que, pour rebondir un tout petit peu, c'est en ramenant, à mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit lié forcément à l'organisation politique. Peut-être qu'il y a des avancées parce qu'il y a des souplesses réglementaires, etc., sur des points assez précis. Mais quand on parle de la dimension culturelle et de ce que nous pouvons partager au sein de l'arc alpin, il me semble que c'est plutôt comment s'investit la société civile autour de choses qui ont du sens. On parlait tout à l'heure, Jean commençait son intervention par l'aspect magique d'habiter au milieu des massifs, mais nous avons là, à mon avis, capacité à ce que la société civile s'engage sur quelque chose qui a du sens. Pour moi, ça va dans le cadre de transition, de transition à la fois du modèle urbain, mais de transition du modèle de développement territorial. Et il me semble que c'est plutôt plein d'avenir de retrouver la dimension, et c'est pour ça qu'on essaie de tirer les ponts, c'est parce qu'il nous semble que c'est un enjeu au contraire plein d'avenir dans lequel la société civile peut s'investir pleinement et dans lequel elle peut trouver des réalisations concrètes qui la mettent en marche, parce que on le voit, c'est concret, ça avance et on peut faire quelque chose, et il y a un côté aussi de l'imaginaire et du sens qui est fort. Donc il y a une cohérence sur le mode de vie et le mode de vie de demain, mais également un imaginaire puissant. Donc il me semble que c'est pas forcément lié à l'organisation politique, mais plutôt au débat culturel que nous pouvons faire émerger. Une dernière question? Oui, non. Je vais revenir sur la culture dans les régions alpines. On ne peut absolument pas comparer Innsbruck, Munich, toute la culture de la Bavière, de l'Autriche, à ce qui se passe chez nous. C'est qu'il y a des dialectes. Munich était une très grande capitale politique, Innsbruck aussi, etc. Donc on est dans un univers complètement différent du nôtre. Pour l'anecdote, je dirais que l'hymne des Alpes, c'était, ça n'est plus dans les générations qui nous suivent, Étoile des Neiges, donc chanteuse Lynn Renaud, et tirée d'une chanson autrichienne, chanson autrichienne, Lynn Renaud, Étoile des Neiges. Mais non, mais c'est Lynn Renaud des années, je connais ça bien.
Et c'est une chanson autrichienne bas de gamme de 1944. De 45. Et c'est pour dire, voilà. Ah, c'est possible. Je parle de la chanson, je parle d'une chanson. Voilà, quoi, c'est l'UPEG. Texte de Jacques Brant. Voilà. Voilà. Ça, c'est la partie. La question que je voulais poser était différente. J'ai écouté donc très attentivement. J'ai trouvé injuste la remarque sur le fait que lorsqu'on parle du cadre administratif, cela ennuie un peu, mais je crois que vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Malheureusement, ça passe par des cadres administratifs. Alors la question que moi je me pose à la fin, c'est, en vous écoutant, je me dis, vous êtes le maire de Grenoble, et là où vous avez prise sur les choses, c'est Grenoble. C'est-à-dire la ville ou l'agglomération, j'espère ne pas dire de bêtises, la métropole c'est déjà un peu autre chose. Et alors lorsqu'on regarde Grenoble et Innsbruck, par exemple, ou Munich, et par exemple, vous avez beaucoup insisté sur la dimension touristique, carbone zéro. Je ne parle pas de la dimension économique qui elle est très importante et qui a été abordée ce soir. Le bois, par exemple, la France n'a pas d'industrie du bois, alors qu'elle a celle qui a le plus de forêts. Enfin, c'est des vieilles histoires. Le pisé, c'est un matériau qui existe partout, aussi chez nous, mais un peu partout. Mais Grenoble, d'un point de vue touristique, c'est-à-dire les gens viennent à Grenoble, c'est une ville qui est très appréciée par les touristes qui ne sont pas très nombreux, mais je ne sais pas si ça augmente, et ceux qui viennent sont intéressés par Grenoble. J'ai même eu cet été deux Anglais très cultivés qui sont après allés à Genève et qui m'ont dit ah ben Grenoble c'était beaucoup mieux. Bon. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme maire de Grenoble, à Grenoble, pour que, par exemple, le tourisme à Grenoble, et à partir de Grenoble, bien sûr, fonctionne mieux? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos... Alors, je vous pose la question à 21h28. Oui. On s'écarte un poil du sujet de l'Arc-Alpin. Grenoble, carrément les Alpes. Oui, là on est dans Grenoble des Alpes. Ça a été une dimension qu'on a pas mal abordée, d'ailleurs pendant la campagne municipale, puisque je crois que nous avons un potentiel touristique fort et qu'aujourd'hui ce potentiel touristique n'était pas ou peu exploité parce que peut-être que le choix stratégique que nous avons fait de nous afficher partout comme une ville technologique, une ville d'innovation technologique, n'est pas forcément celui qui va cultiver le plus de dimensions du spectre, qu'il soit touristique ou qu'il soit, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, de porteur de sens. Donc c'est sur cela que nous devons travailler et ça passe par aussi la mise en valeur d'abord des relations avec la montagne, parce qu'il faut voir que pour les élus, aujourd'hui, les relations entre les élus de Grenoble, les élus du bassin grenoblois et les élus de montagne n'existaient quasiment pas. Ou quand ils existaient, c'était façon j'ai acheté les poteaux du câble, je te les mets là, et puis d'ailleurs, hop, comme ça, tu viendras avec moi, et puis je deviendrai une métropole. Ce qui n'a pas forcément ni été couronné de succès, ni engendré une dynamique territoriale d'échange entre la montagne et le bas qui soit particulièrement pertinente. Donc nous avons déjà ce travail-là à faire. C'est pour ça que le changement de posture est important, parce que si on veut pouvoir dialoguer avec les territoires voisins, eh ben, peut-être que aussi notre regard sur la montagne peut être un élément important pour pouvoir dialoguer déjà avec ces territoires voisins. Un deuxième axe, c'est la mise en valeur du patrimoine, puisque à force d'avoir ce message-là, on a quand même beaucoup porté, les Grenoblois, les élus, mais aussi les Grenoblois, et finalement un peu tout le monde, le fait qu'on est une ville moche. Bon, ce qui n'est pas du tout mon ressenti, ni ce que j'ai découvert en arrivant à Grenoble en 93, ce qui n'est pas la réalité. On voyait encore dimanche rue Chenoise, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, quand on voit les cours de la rue Chenoise qui sont ouvertes, avec ce travail assez extraordinaire qui a été fait autour du street art, avec les enfants, les habitants, les commerçants, il y a là des dimensions à développer. On a un patrimoine. Ce patrimoine-là qui est ancien et qui, moi, est naturellement le premier qui m'attire, mais il y a également des fans du patrimoine du XXe siècle qui trouvent leur compte, et quand le cabinet de Myriam El Khomri est venu au mois de juin, et ben, il était aussi assez fasciné par finalement cette aventure de l'architecture du XXe siècle qui a pu répondre au XXe siècle à notre histoire grenobloise. Donc on a
là beaucoup de choses, de changer notre regard, c'est ça aussi, cette stratégie de révéler Grenoble telle qu'elle est, peut-être. Hein, c'est pas de changer l'image de Grenoble, mais c'est voilà, comment on discute de ce que nous sommes, de ce qui fait qu'on est là, pas ailleurs, de ce qu'on apprécie et ce qu'on apprécie moins. Et c'est à partir de ça qu'on peut avoir aussi, et on en parle, que ce soit dans la dimension économique, mais également dans la dimension touristique, avec les différents acteurs, qu'ils soient universitaires, ou qu'ils soient du monde économique, ou qu'ils soient des différents secteurs, finalement, on doit être aussi des ambassadeurs de Grenoble ailleurs, et ce qu'on en dit, évidemment, a une portée sur ce que nous pouvons faire. Il se trouve que les gens qui viennent ici, de fait, ils sont souvent émerveillés, quels qu'ils soient, passer une soirée... il y avait mon frère avait des clients taïwanais qui étaient là, il vivait en Chine, il avait des clients taïwanais à qui j'ai fait juste raconter l'histoire de Grenoble depuis la Bastille. Bon ben voilà, ça crée de l'imaginaire, ça crée du sens, et quand ils repartent, même s'ils sont venus pour de la microélectronique, ils repartent, je pense, avec bien plus. Et ça compte beaucoup, je crois, dans l'image que peut avoir Grenoble à l'extérieur et l'image que peut avoir Grenoble pour les Grenoblois. C'est ça aussi que nous avons porté avec la journée des fils. Bon, on peut dire ce qu'on veut de l'histoire, les X versions de la journée des fils. C'est pas le débat historien, on n'est pas là pour ça. Mais il y a là, voilà, alors qu'on l'a appris en classe, en tout cas, moi je l'ai appris en classe, et que ça s'apprend encore dans un grand nombre d'écoles maternelles, qui étaient les Grenoblois qui savaient qu'il y avait cette amorce, quoi qu'on en pense, hein, et qu'on peut travailler cette question de citoyenneté et cette amorce de révolution. On peut en faire un événement, sans que ce soit un événement de rétrospective historique, un événement qui correspond, qui soit attaché quelque part dans nos racines, dans notre imaginaire collectif. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette première réunion de l'UPEG. Pour l'année qui s'écoule, vous avez déjà d'inscrire une conférence sur l'Union européenne et le Luxembourg à l'occasion de sa présidence. C'est un moment culturel lorsqu'on reçoit les représentants des ambassades. Merci beaucoup. Merci.